Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence cet après-midi à cette conférence plénière sur la logistique urbaine et les services. Donc, j'ai le plaisir, donc je suis Jérôme Libeskine, je suis expert en logistique urbaine et e-commerce. Et j'ai le plaisir d'accueillir un très beau plateau cet après-midi autour de la logistique urbaine, avec tout d'abord deux grands chargeurs, je vais dire, qui vont intervenir à la fois sur l'introduction et la conclusion de cette conférence. Gaël Prigent, qui est directeur supply chain de Logista. Pour ceux qui ne connaissent pas Logista, je vous en dirai un petit mot. Ce sont les bureaux de tabac. Yves Moine, qui est directeur supply chain de Picard-sur-Gelée. Bonjour. Nous avons la chance d'avoir un représentant d'une collectivité locale, donc en l'occurrence Jean-Pierre Bernheim, qui est conseiller municipal et vice-président de la communauté urbaine d'Angers. Nous avons donc sur le plateau un représentant d'une société belge que je salue tout particulièrement suite à ce qui s'est passé hier, qui est Jan Kettelers, donc responsable marketing et communication de Bubble Post, donc qui nous arrive ce matin de Belgique. On a tous une pensée sur ce qui s'est produit hier en Belgique. Donc merci à Yann d'être présent donc, cet après-midi sur cette conférence. Julien Dartout, qui est le délégué général du Club Déméter. Nous devions avoir sur le plateau Hervé Street, président de Star Service, mais qui a un souci de voix aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, et qui est représenté par son chargé de mission, Philippe de Clermont-Tonnerre. Voilà. Donc nous allons durant cette conférence parler de la logistique urbaine, mais un peu démystifier le sujet de la logistique urbaine et de l'orienter vers le service aux consommateurs, aux clients, aux magasins. Qu'est-ce qui se passe? Donc quels sont les modèles? Donc on n'est plus dans les modèles théoriques, on va être dans des solutions pratiques, opérationnelles, orientées clients. Et sans plus attendre, je vais laisser Gaël Prigent nous introduire le débat. Et donc Gaël, à toi la parole. Bonjour à toutes et tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis désolé, j'ai oublié de présenter un de mes intervenants, Marc Dalbar, qui est responsable marketing du groupe PTV, donc un des leaders en logiciel d'optimisation de tournée. Voilà. Désolé Marc. Donc rebonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien au fond, il y a beaucoup de bruit, si. Donc Gaël Prigent, je suis directeur supply chain du groupe Logista. J'ai le plaisir d'introduire le sujet, le service comme facteur clé de succès, la logistique urbaine. Donc c'est un vaste sujet. Et aujourd'hui, on fait un constat qui est paradoxal. C'est qu'il y a à la fois une explosion des flux de livraison urbaine, liés notamment au déploiement d'Internet, liés au déploiement aux nouveaux besoins des consommateurs. On assiste aussi au déploiement de beaucoup d'enseignes, ou bien je pense à la distribution ou à la pharmacie qui sont livrées plusieurs fois par jour, ce qui implique donc beaucoup de trafic. On voit aussi beaucoup un transfert vers des surfaces de stockage, vers des surfaces de vente auprès des magasins que vous avez dans vos villes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de place pour stocker les produits dans les magasins, et du coup, ça implique une forte rotation de livraison vers les villes. Donc on a ce contexte-là, une saturation du réseau urbain. Et de l'autre côté, un déploiement d'une réglementation d'accès dans les centres-villes qui est de plus en plus contraignant, une volonté d'être moins polluant, moins nuisible, avec des enjeux aussi de santé publique qui sont de plus en plus importants et qui apparaissent de plus en plus. Une volonté donc de réduire le trafic et pour rendre aussi à nouveau attractifs les centres-villes. Donc on a un paradoxe qui est à la fois on veut plus de services en ville et puis en même temps on veut réduire le trafic urbain. Donc c'est dans ce contexte-là que se pose notre thématique aujourd'hui, le service comme facteur clé de succès de la logistique urbaine. Pour les industriels, les distributeurs et les prestataires, très présents ici, le dernier kilomètre devient en fait un nouveau levier de différenciation, un argument concurrentiel, source de création de valeur et d'amélioration de taux de service. Il est clair que le service aux consommateurs dans les livraisons urbaines sera de plus en plus déterminant. Mais aussi, surtout, ce devra être un service rentable pour l'entreprise de livraison. La rentabilité de cette logistique,
urbaine est devenue incontournable aujourd'hui. Ça paraît évident de penser ça, mais on s'aperçoit que la rentabilité en logistique urbaine n'est pas si avérée que ça et que c'est parfois compliqué d'être rentable au dernier kilomètre. Comme déjà évoqué dans le paradoxe du début, et au-delà du service et de la rentabilité, il faudra aussi composer avec des enjeux de santé publique, des réglementations contraignantes d'accessibilité dans les villes, être davantage orienté développement durable, améliorer les outils d'optimisation, donc on le verra aussi, mieux remplir nos camions, réfléchir aussi à la chasse au gaspillage. Quand on pense à toutes les livraisons effectuées chez des destinataires absents, on estime à une livraison sur 5 où le destinataire est absent, ça veut dire qu'il faut relivrer derrière, donc des nouveaux trafics. Et le tout dans un contexte où les élus, les commerçants veulent développer l'attractivité des centres-villes. Bref, les acteurs de la logistique urbaine ont de beaux challenges à relever, mais ils ont aussi visiblement des solutions. Donc je vous propose justement autour de cette table ronde d'évoquer ces problématiques et ces solutions. Merci. Eh bien, merci Gaël pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, le temps fort Je vais peut-être attendre un peu parce que... débutera en salle de conférence 1. Je vais pouvoir y arriver. Moi, je lisais récemment dans un journal, je crois que c'était le Figaro, qui recensait les 50 principales aires urbaines françaises. Parmi ces aires, Angers était classée 22e agglomération française. Donc j'ai découvert ça à titre personnel parce que je ne voyais pas Angers à cette place. Donc ça prouve que je connais mal Angers probablement. Quelles sont finalement les problématiques, Monsieur Bernheim, auxquelles une ville et une agglomération de cette dimension sont confrontées, hein? Et finalement, pourquoi vous intéressez-vous à la problématique de livraison des marchandises en ville? Bien, bonjour. Juste peut-être une première diapositive pour vous présenter Angers. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Alors Angers, c'est une ville de 150 000 habitants. Si elle est classée 22e sur les problématiques des aires urbaines, elle est en fait la 15e ou 16e ville de France par la taille de son agglomération. Elle est située pas très loin de la Loire, mais pas sur la Loire. Donc on est à 4 km de la Loire. Vous l'avez donc ici. Angers, c'est 150 000 habitants. Sa métropole, qui est la communauté urbaine, fait 270 000 habitants. Elle devrait, avec les regroupements de communes, en faire 300 000 d'ici la fin de l'année ou la fin de l'année prochaine. Et la communauté urbaine, l'aire urbaine, fait 400 000 habitants. Alors, si on essaye de se poser la question, et c'est peut-être la diapositive suivante, voilà, là vous avez une carte du centre d'Angers. Rassurez-vous, je ne cherche pas à vous vendre la destination, quoique touristiquement, Angers vaut la peine. Si vous regardez la carte qui est derrière moi, en fait, Angers est bloqué dans un rectangle où vous avez sur la partie basse qui est donc en diagonale sur la carte, vous avez la Maine, donc c'est une rivière qui fait aujourd'hui une barrière par rapport au centre-ville. La Maine est doublée par une 4 voies, puisque la particularité de la ville d'Angers est d'avoir son contournement qui est en son centre. Et puis ce rectangle se ferme avec 3 boulevards, dont l'un est occupé aujourd'hui par le tramway. Le troisième sera occupé, celui qui est le plus en haut de la carte, sera occupé par le tramway d'ici 4 ou 5 ans. Et à l'intérieur, vous avez 437 000 m² de commerce. 437 000 m² de commerce, c'est 6 fois la plus grande zone commerciale extérieure périphérique du territoire. Et donc la difficulté pour une ville comme la nôtre, c'est d'être à la fois inséré dans un ensemble qui est contraint par la Maine et par le tramway, et qui, en même temps, a à gérer
une évolution du commerce. Cette évolution du commerce, c'est de ramener les habitants vers le centre-ville. C'est la raison pour laquelle on a mis en place la première heure de gratuité de stationnement. Et en même temps, eh bien, les habitants, ils viennent en centre-ville. Donc il faut que les commerces soient alimentés. Mais les commerces ne sont pas les seuls utilisateurs du centre-ville. Il faut se souvenir qu'à chaque fois que vous avez un commerçant en pied d'immeuble en centre-ville, vous avez des habitants sur 3 à 4 niveaux qui sont au-dessus d'eux, qui ont aussi besoin de denrées alimentaires, qui ont besoin de rentrer chez eux, qui ont besoin d'être livrés, qui ont besoin de leur facteur. Donc, en fait, nous nous sommes posé la question de la logistique urbaine de façon globale, en disant on va mettre tous les acteurs autour d'une table progressivement, les transporteurs, les commerçants, les artisans, les habitants, les transporteurs de voyageurs, de telle sorte qu'on arrive effectivement à construire ensemble une solution pour le centre-ville de notre ville. Je vais peut-être laisser chaque intervenant se présenter, peut-être Marc Dalbar, non mais donc effectivement exposer PTV et vos problématiques. Je me reprends en 10 secondes sur ma présentation, elle est relativement simple. Je suis conseiller municipal d'Angers, vice-président de la communauté urbaine en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'emploi, de la formation, de l'insertion. Voilà, ce qui utilise quand même un peu mes semaines. En plus, je suis président du MIN, de l'aéroport et de la Technopole. Alors pourquoi tout ça? Non pas parce que j'ai une mégalomanie sur je dirais un âge vieillissant, c'est plutôt pour essayer d'avoir une vision unique de tous les éléments qui concourent à l'économie d'un territoire, sachant que j'ai un certain nombre d'élus du territoire, 5 ou 6 qui travaillent, et on se répartit les problématiques. Ce que je n'ai pas signalé dans la problématique angevine, j'y repense, nous avons décidé de maintenir le marché d'intérêt national en centre-ville. Il est à 600 mètres du cœur de ville. Et donc, c'est un outil, à notre avis, essentiel pour la logistique urbaine de demain. Et donc, c'est une des premières décisions après l'élection qu'on a prise, c'est pérenniser le MIN pour 20 ans en cœur de ville. Et puis, comme j'ai de temps en temps des visions qui ne sont pas tout à fait des visions d'hommes politiques ordinaires, je veux quand même vous signaler que j'ai dirigé une entreprise pendant 32 ans et que ça me fait avoir évidemment sur la communauté une vision qui n'est pas tout à fait la même que quelqu'un qui aurait fait de la politique toute sa vie. Merci. Allez-y, il faut revenir en arrière, c'est tout. C'est le rouge. Bonjour, je suis Marc Dalbar, je suis responsable marketing de PTV Group. Alors PTV Group, c'est quoi? Nous sommes éditeurs de logiciels. Notre mission, c'est d'aider les entreprises et les collectivités locales à optimiser les déplacements des biens et des personnes. Pour faire ça, en quelques chiffres, on est un peu plus de 600 implantés un peu partout dans le monde. Et ce qui est le plus important pour la partie logistique que je représente, c'est que nous intervenons dans les entreprises à tous les niveaux, depuis des solutions pour des décisions stratégiques, détermination d'un plan de transport annuel, tournée cadre, jusqu'à l'exécution, en passant par l'optimisation de tournée et en allant jusqu'à des solutions embarquées dans les véhicules. Voilà pour PTV Group, pour la présentation. Je sais pas si... on va peut-être laisser Yann Kestelers continuer, donc on va faire les choses dans l'ordre. On n'a peut-être pas commencé. Hop, on va trouver ça. Bonjour. Alors, je crois que ça... J'ai bloqué la machine. C'est le bouton vert pour avancer et le rouge pour reculer. Ouais, non, pardon. Sinon, c'est Ok, je suis Yann y a un de problème Bubble technique, Post. Bubble Post est un joueur sur la distribution urbaine. Donc on est actif en Belgique et aux Pays-Bas aujourd'hui. On est en train de s'expandre. Bubble Post a été créé en 2012, partant d'une mission de vouloir proposer une solution
à cette congestion urbaine. Donc une solution pour ces bouchons, pour les livraisons dans les centres-villes, etc. C'est pour ça qu'on va livrer donc, dans les centres-villes avec des véhicules qui sont adaptés aux villes, mais des véhicules aussi qui sont écologiques. Voilà un vélo avec lequel on va faire 70% de nos livraisons. On livre aussi avec des petits véhicules, donc avec des camionnettes électriques. À l'occurrence, c'est la Nissan qu'on va utiliser pour ça, donc 30% des livraisons. On a commencé à Gand. On s'est expandu plutôt vite, car en 3 ans, maintenant, on est actif dans 15 villes, donc en Belgique et aux Pays-Bas. Et on va continuer cette expansion. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour apprendre à vous connaître. Et le but, c'est de s'expandre dans une 50aine de villes d'ici la fin de 2017, donc en Europe. Voilà. Bonjour, donc, alors moi je vais aller très vite. Je représente le club d'Éméter et aujourd'hui on va essayer d'expliquer comment humblement au sein du club on essaye de travailler la question de la logistique urbaine, étant entendu que dans cette association on travaille sur l'étendue des questions de développement durable et logistique. Oui, bonjour, Star Service. Star Service aujourd'hui est le leader de la livraison dans le domicile en milieu urbain et périurbain. C'est une société qui a une 30aine d'années et aujourd'hui nous avons 3000 véhicules et 2800 collaborateurs, essentiellement des véhicules VUL d'ailleurs. Nous ne faisons pas de poids lourds. Et peut-être Gaël, si tu veux dire un mot. Oui, oui, donc Gaël Prigent, Logista. Logista, c'est un groupe espagnol qui est distributeur. 4,5 milliards d'euros en France. Le leader en Europe de la distribution du tabac, donc auprès des buralistes, mais aussi tout ce qui est autour du tabac, que vous pouvez trouver chez un buraliste. Et puis enfin une division qui s'occupe du commerce de proximité, donc tout ce qui est distribution de produits auprès des boulangeries, stations-service et puis commerce de proximité. Donc je vais m'adresser à Philippe de Clermont-Tonnerre. Donc Star Service est connu pour la livraison à domicile de produits alimentaires. Mais si j'ai bien compris, ça n'est qu'une offre parmi d'autres chez Star Service. Et donc vous avez de nombreux autres segments sur lesquels vous intervenez. Oui, effectivement. La base de notre activité a été la livraison à domicile à partir des supermarchés. C'est ce qui a créé Hervé Street en 1987. Depuis, naturellement, on a agrandi l'entreprise et aujourd'hui, on travaille aussi bien de l'automotive que du médical et du retail. On a agrandi cette activité parce que la livraison à domicile, bien évidemment, a pris beaucoup d'importance, mais on s'est aperçu aussi qu'avec notre connaissance de cette livraison à domicile, on pouvait notablement améliorer les livraisons d'un certain nombre de produits. De plus, la clientèle que nous sommes devient de plus en plus exigeante aujourd'hui. On a besoin de savoir à quelle heure on est livré, on a besoin de services après-vente, on a besoin de beaucoup plus de précision. Un exemple tout simple, on travaille avec Nespresso. Et Nespresso, vous connaissez cette marque et son exigence. Donc on arrive maintenant à répondre à ce type d'exigence, à ce type de client qui veut que tout soit livré à l'heure, en état, avec de la reverse, puisqu'aujourd'hui il y a de la récupération de capsules. Cet exemple particulier, on l'a démarré il y a un peu plus d'1 an, et on s'aperçoit que ce fameux dernier kilomètre, qui est très très complexe, devient de plus en plus important pour nous clients de ces marques-là. Il en est de même dans l'automobile. Vous livrez un pare-choc à un garage, c'est comme dans la pharmacie. Il faut que le pare-choc soit là à 14h pour que le client le récupère à 18h. Donc on va de plus en plus vers une précision de ces livraisons et ça fait partie de nos objectifs aussi. Donc ça se développe grâce à l'informatique, entre autres, grâce à la numérisation de toutes les données et aux data. Et si j'ai bien compris, vous intervenez également dans le domaine de la livraison de repas aux personnes âgées dans les villes, de flux un peu spécifiques auxquels nous ne pensons pas nécessairement quand on parle de logistique urbaine,
notamment liées également à l'hospitalisation à domicile, ou dites-nous-en plus si c'est possible. Oui, alors nous avons une filiale qui s'appelle TSE, qui s'appelle Toutadom, pardon, qui fait de la livraison. Alors, on va partir du plateau repas, on va livrer aussi à partir de cuisine centrale dans des cantines scolaires, on va livrer chez des particuliers des repas préparés par des entreprises dont c'est le métier, donc des repas pour la journée, pour 2 jours, pour la semaine. Et puis on va faire aussi du médical. Alors le médical, c'est assez particulier, c'est des véhicules quadri température, c'est des délais, vous imaginez bien que la prise de sang qu'on vous fait aujourd'hui à Paris, mais qui doit être analysée à Toulouse ou à Marseille, il faut qu'elle y soit le plus vite possible. Elle y est le lendemain et vous avez vos résultats le lendemain. Donc c'est des logistiques de plus en plus pointues, de plus en plus exigeantes. Pardon. Je vais m'adresser à Marc Dalbar. Marc, donc, vous êtes PTV Group, est un des leaders en logiciel d'optimisation de tournée. D'ailleurs, c'est grâce à PTV et Star Service que cette conférence a lieu aujourd'hui, donc merci. En quoi, finalement, un logiciel d'optimisation de tournée peut permettre de développer de nouveaux services dans la logistique urbaine ? On vient de le voir, ça a déjà été exprimé par Gaël Prigent dans l'introduction, de plus en plus de contraintes, renforcées par ce que vient de dire Star Service, et une demande de la part du destinataire, que ce soit un particulier, que ce soit un commerce, que ce soit une entreprise, d'avoir des créneaux de livraison qui soient de plus en plus serrés, de plus avoir des plages de livraison, mais de tendre vers un rendez-vous. Alors, comme ça vient d'être suggéré, je crois qu'on doit manipuler tant de contraintes, tant de données que des outils d'informatique et d'optimisation s'imposent. Alors, la création de rendez-vous, par exemple, comment ça peut être géré avec un logiciel d'optimisation de tournée. Soit c'est le prestataire qui va proposer quelques créneaux dans des tournées existantes incomplètes. Donc ça, c'est la partie la plus confortable pour le prestataire parce qu'on va dire que c'est une insertion à moindre coût. Deuxième cas, plus complexe à gérer, c'est le destinataire qui impose un rendez-vous. Et donc là, l'outil va brasser toutes les données disponibles pour voir quelle est la tournée éligible. Les outils peuvent servir aussi à autre chose, c'est-à-dire que la recherche d'informations, la recherche de tournée, oui, mais il faut aussi être extrêmement pointu sur le calcul du temps de parcours. Et ce, en amont, mais aussi durant l'exécution. En amont, pour construire des tournées qui sont réalisables et pas utopiques en termes de temps de parcours. Et puis en exécution également, parce que ça peut apporter un service supplémentaire. C'est que, en calculant la progression du livreur, on peut être à même d'aller avertir le prochain destinataire ou les prochains destinataires de l'arrivée prochaine du livreur, avec éventuellement une heure ou un créneau horaire extrêmement serré. Là, 2 avantages. 1, pour le destinataire, il est renseigné, il sait à quel moment ça doit arriver. 2, et c'est loin d'être négligeable, pour le prestataire, parce qu'à partir du moment où le destinataire est prévenu, il s'attend, il met en œuvre ce dont il a besoin. Si c'est un professionnel, il met en œuvre les outils de déchargement, etc. Si c'est un particulier, il va se mettre près de sa porte, et le livreur va passer beaucoup moins de temps sur cet arrêt. Et donc, moins il met de temps dans cet arrêt, moins il perd de temps dans sa tournée, plus on peut lui mettre également d'arrêt de livraison tout au long du parcours. Dernier point sur lequel peut intervenir aussi un logiciel d'optimisation de tournée avec ses fortes capacités de calcul, c'est de repousser ce qu'on appelle dans notre jargon le cut-off. Le cut-off, c'est quoi ? C'est l'heure limite de prise de la dernière commande. Alors quand on est sur des manipulations manuelles, on va avoir c'est ce cut-off peut-être en début d'après-midi, un exemple, voilà, à 14h, dernière commande pour être livrée le lendemain. Grâce à des outils qui vont faire en quelques minutes ce que on faisait habituellement en quelques heures, on repousse le cut-off à 17h ou voire 18h. Et donc pendant ce temps-là, c'est quoi ? C'est purement du gain de service
qualité de service vis-à-vis du client. Et puis du business en plus parce qu'on prend plus de commandes et on ouvre plus. Donc ça, c'est du business complémentaire. Alors je vais m'adresser à Yann Kettelers, Bubble Post. Finalement, donc, votre modèle de livraison est basé sur la livraison en cargo cycle et véhicule électrique. Mais quelque part, en quoi le service que vous apportez, notamment aux commerçants, aux particuliers, est différenciant? Et comment vous avez monté votre modèle pour finalement correspondre aux besoins du marché? Oui, alors exactement, on va se concentrer surtout sur les villes, donc les villes qui ont des problèmes de congestion. Grâce en se concentrant sur ces villes, on a aussi une haute densité de livraison. Et là, on fait une différence entre des livraisons B2B et B2C. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on va essayer de récupérer toutes les marchandises qui vont être livrées en ville. On va les consolider et ça peut être de tout. Mais on ne peut pas tout distribuer. Donc c'est pour ça qu'on va regarder en B2B, et c'est surtout des aliments, et en B2C. Les B2C sont pour les e-commerce, donc ce sont des petits colis. Et le service qu'on peut apporter pour le B2B, normalement ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui feront les livraisons. Donc là, quand on veut remplacer, il faut qu'on offre le même service. Donc là, on va offrir le même service, faire la livraison dans la cuisine par exemple, prendre des commandes, prendre des retours, etc. Mais en B2C, là c'est très important d'être super flexible. Donc d'offrir des livraisons le soir par exemple, de communiquer avec les clients, et c'est là-dessus qu'on va vraiment jouer. Donc offrir plus de services de façon plus efficace et donc sur long terme moins cher. Alors les services aux commerçants, donc on a compris que c'était important. Donc à Angers, si je ne me trompe pas, sur le plateau piétonnier, on n'a pas le droit de livrer entre 10h30 et 18h. C'est vrai cela? Donc comment on livre les magasins? Comment ces magasins, finalement, ces 460 000 m², je crois que c'est le chiffre que vous avez donné, finalement il faut les approvisionner quelque part. C'est quoi la solution? Alors, moi ce que j'entends, et quand on regarde le titre de la conférence sur l'échange que l'on a, il me semble qu'il faut qu'on fasse la différence entre la logistique en milieu urbain et la logistique urbaine. C'est-à-dire que quand chacun essaye de trouver le meilleur outil pour optimiser sa livraison en milieu urbain, on n'est pas sur une logistique urbaine. Nous en tant qu'élus, il faut qu'on arrive à faire cohabiter la totalité des demandes et la totalité des besoins. D'ailleurs, la logistique, ce n'est pas seulement les flux entrants, c'est aussi les flux sortants, puisque le commerce génère, le commerce et d'autres activités, le commerce génère énormément de déchets, et en particulier des déchets recyclables. Et ces déchets recyclables, il va bien falloir aussi les véhiculer. Donc, si chacun organise sa tournée de livraison pour pouvoir être à n'importe quelle heure chez n'importe qui, on ne va pas, à mon avis, beaucoup diminuer le nombre de véhicules qui circulent dans les villes. On va plutôt les augmenter et les villes vont devenir invivables. Donc il faut qu'on parte sur des solutions qui sont des solutions de mutualisation de la livraison, surtout que le commerce deviendra, même en centre-ville, partiellement du e-commerce. Et donc il va falloir qu'on réussisse à mettre les acteurs à construire leur propre modèle. Ce n'est pas les villes, ce n'est pas la collectivité qui va construire un modèle, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est quand même de faire en sorte que chacun arrive à vivre avec son voisin. Donc si on veut un plateau piétonnier tel que vous l'indiquez, il faut bien qu'on se retrouve avec une contrainte qui est que pendant certaines heures, on ne peut pas utiliser de véhicule à l'intérieur du plateau piétonnier, sinon c'est plus un plateau piétonnier. Et donc, il faut, avec le commerce, mais aussi avec les artisans, réussir à trouver des modes de fonctionnement qui, à la fois, allient le fait qu'entre 10h30 et 18h, il est exact qu'il n'est pas autorisé de livrer, avec, pour au moins un commerce alimentaire du plateau angevin, on a mis en place une dérogation où il peut être livré en complément en cours de journée, à condition que les véhicules soient propres. Là encore, on pourrait parler longtemps, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule propre? Mais ce n'est pas le thème du débat. Mais il y a effectivement des dérogations possibles. Je pense qu'en période de solde, par exemple, il faudra aussi mettre en place des dérogations, puisque beaucoup de commerces fonctionnent en flux tendu pendant les périodes de solde, et que
Si en période de solde, vous ne pouvez pas être réapprovisionné dans la journée, ça va poser des problèmes. Donc, tous ces éléments, c'est forcément des contraintes génériques et en même temps une flexibilité par rapport à des aspects très particuliers qui sont liés à la réussite du commerce, mais à la réussite de l'artisanat, au fait que quelqu'un peut faire des travaux chez lui et qui ne peuvent pas forcément se faire la nuit. Donc, grande flexibilité dans l'application d'une contrainte générique acceptée par tous. J'imagine, si je ne me trompe pas, que sur le plateau piétonnier d'Angers, il doit y avoir un magasin Picard. Il y en a 1000 en France, si j'ai bien compris, donc il y en a sûrement un, voire plusieurs. Est-ce qu'une des solutions, finalement, c'est pas de livrer ces magasins la nuit, Yves Moine? Alors, peut-être un petit rappel de Picard. Picard, c'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires, 1000 magasins, 200 000 livraisons, dont 70% en zone urbaine. Donc, effectivement, on est particulièrement concerné par le sujet. Pour revenir à votre question, Jérôme, Picard, en fait, a 50% de ses magasins qui sont en capacité d'avoir des livraisons de nuit, c'est-à-dire avec des sas, bien sûr des sas surgelés. Sur ces 50% de potentiel, en fait, aujourd'hui, on ne peut en utiliser que 30% pour des questions de réglementation urbaine, locale. Et... je ferai la conclusion aussi. Et donc, il est intéressant de... Nous, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est développer ces livraisons de nuit parce qu'elles sont particulièrement vertueuses. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer, notamment avec l'aide du Club Déméter. On a 2 expérimentations, une expérimentation avec le Grand Lyon et une expérimentation actuellement avec la communauté urbaine de Bordeaux, où on expérimente justement des livraisons de nuit avec les collectivités locales, avec d'autres distributeurs et l'aide du Club Déméter et de Certibrouille, pour démontrer que ces livraisons sont vertueuses. Elles sont vertueuses pourquoi? Parce qu'on va réduire... normalement, on a une réduction des... On va mettre en œuvre des moyens spécifiques pour avoir des réductions de niveau sonore, puisqu'on met en œuvre des camions 100% pic, notamment avec l'aide de nos transporteurs. On va décongestionner les centres urbains la journée. On va permettre d'améliorer la rentabilité puisqu'on va réutiliser les moyens, on est à même de réutiliser les moyens plusieurs fois par jour. Et on va également réduire les temps de parcours. Donc il y a effectivement de nombreux effets vertueux si toutefois on est capable de mettre en œuvre des moyens qui respectent l'environnement et qui réduisent les nuisances sonores des livraisons de nuit. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de... C'est ce dialogue avec, au cas par cas avec chaque collectivité locale que l'on souhaite poursuivre et mettre en œuvre et qui va nous permettre d'améliorer, de décongestionner les centres et de réduire les nuisances. Donc j'ai bien entendu qu'il y avait un sujet réglementation. Je vais m'adresser finalement à Julien Dartout. Donc la livraison de nuit fait partie des grands chantiers, je vais dire, d'expérimentation du Club Déméter, si je ne me trompe pas. Donc je sais que vous travaillez avec plusieurs enseignes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Et je sais qu'il y a quelques photos d'ailleurs, je crois, de véhicules en livraison de nuit. Donc ça permettra de donner quelques photos caractère un peu visuel. Pour illustrer ce qu'on peut faire. Alors, je vais tenter de ne pas paraphraser ce qu'a dit Yves, mais pour compléter un peu les propos. Le but de livrer la nuit, c'est de faire ce que Assurance Tourix ne fait pas. C'est-à-dire faire un bruit qui réveille tout le monde. J'ai bien entendu tout à l'heure, le riverain, il habite en dessous et il a envie d'avoir des produits pour manger. Mais il a aussi envie de dormir. Et donc, si on lui sort la petite musique du bar de notre ami Astérix, on va le réveiller et ça ne marchera pas, quoi. Et donc, toute la question de la livraison de nuit, c'est de travailler sur une chaîne du silence.
Et c'est effectivement les travaux qu'on a commencé dans le cadre du club en 2009, pour la première fois. Donc aujourd'hui, on a bien mis à plat tout un processus de chaîne du silence. Et c'est ça que je vais essayer d'évoquer avec vous. Et notre objectif dans le club, c'est, et je retiens l'appel d'Angers, c'est de travailler avec des collectivités, parce que chaque territoire est différent, chaque territoire a une géographie différente, a une topographie différente, qui fait qu'on ne peut pas non plus dupliquer toutes les pratiques, mais c'est de trouver avec un territoire comment on peut aller chercher ce genre de pratiques et de trouver le gagnant-gagnant entre la collectivité et les entreprises, quoi. Juste un petit point, quand on s'exprime au sein du club Déméter, on s'exprime auprès d'un point de vue des membres du club qui sont avant tout des acteurs de la grande distribution, au sens large, que ce soit Picard, que ce soit Carrefour comme on voit ici. Si je fais une autre photo, là c'est encore nos amis de chez Carrefour, mais ça peut être Casino, ça peut être donc plutôt des flux importants. Et évidemment, ces flux, moi j'aime beaucoup les triporteurs, c'est très écologique, mais si on doit livrer un magasin Carrefour en triporteur, pour l'emploi c'est une super solution, pour la congestion c'en est un petit peu moins. Donc chaque logistique urbaine va avoir une réponse très différente, quoi. Et donc sur la question de la nuit, la chaîne du silence, c'est pas que le véhicule. Le véhicule, c'est une partie du chemin. Alors là, on voit des photos de jolis véhicules qui roulent avec des carburants alternatifs. Ça joue, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir cette chaîne du silence qui est importante. Cette chaîne du silence, c'est l'idée de dire qu'une livraison fera moins de 60 décibels. 60 décibels, c'est la puissance de ma voix si je retire le micro, c'est-à-dire que personne ne m'entend. Donc vous voyez que 60 décibels, une livraison qui fait 60 décibels, elle est censée ne pas réveiller les riverains, quoi. Et donc cette chaîne du silence, c'est évidemment le groupe froid qui fait beaucoup de bruit, mais même ça, c'est pas suffisant. C'est la caisse du véhicule, mais ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi penser au haillon. Et puis surtout, le point le plus important, c'est la formation du chauffeur. Parce que vous avez beau donner une très belle voiture à un chauffeur, s'il met la radio à fond, ça servira à rien, quoi. S'il utilise mal les outils, ça servira à rien, quoi. D'où l'importance d'avoir des chauffeurs qui sont également formés à l'utilisation d'un matériel silencieux, quoi. Et c'est là où les transporteurs, avec les distributeurs, travaillent de main à main pour justement faire en sorte qu'on ait une chaîne du silence dans cette livraison, quoi. Et puis pour finir, le magasin, il est concerné, il n'y a pas que les opérateurs logistiques. Le magasin doit aussi s'engager parce que lui aussi a des opérateurs. Alors il y a le cas Picard qui peut avoir des SAS, et ça c'est évidemment une bonne solution, mais il y a d'autres magasins qui n'ont pas de SAS. Et dans ce cas-là, dans le magasin, il y a l'obligation aussi de devoir avoir des formations et des personnels qui sont en mesure de faire un effort sur le bruit, quoi. Donc voilà le type d'approche qu'on mène dans le cadre du Club Déméter sur la logistique urbaine. On mène d'autres sujets, mais sur la logistique urbaine, c'est l'approche qu'on a avec cette chaîne du silence et la volonté, collectivité par collectivité, de trouver le moyen de développer en trouvant le gagnant-gagnant qui va bien pour les entreprises d'une part, mais également pour la collectivité. Alors Yann Ketteler, j'ai bien compris que le cargo cycle ne livre pas la nuit, mais est-ce qu'il livre le soir ? Oui, exactement. Donc on ne livre pas encore la nuit. Nous, notre but, notre rêve, c'est d'avoir 100% de livraison réussie du premier coup. Et pour ça, on va livrer 6 jours sur 7, bientôt 7 jours sur 7. Et c'est livré tôt le matin jusqu'à tard le soir. Donc ce que je disais tout à l'heure sur les livraisons B2C, souvent des livraisons e-commerce, et les livraisons là, on va les faire le soir. Pourquoi ? Parce que vous et moi, on est chez nous, après 17h, après 18h, on veut recevoir les commandes qu'on a faites le soir. Aujourd'hui, on est à 97,4 de taux de réussite de livraison en premier coup. Et comment ça se fait ? Justement parce qu'on va communiquer avec ses clients. Donc les clients, les consommateurs, les receveurs vont dire à quel moment de la journée eux préfèrent être livrés. Et nous, on peut livrer plusieurs fois dans une journée, justement parce qu'on fait des petits tours avec des petits véhicules plusieurs fois par jour sur une même zone, donc dans la ville. Et pour ça, justement, Nespresso, qui est un client à nous en Belgique, a choisi pour ce service de livrer le soir. Et grâce à ce service qui est écologique et plus flexible, Nespresso a fait une enquête et a reçu en fait 68% des personnes, des membres du club Nespresso, qui avaient une meilleure image sur la marque Nespresso. Donc c'est vraiment un service que ces e-commerce attendent. Et nous, on va justement jouer sur le jeu, sur cette demande de joueurs e-commerce. Alors, chez Star Service, j'imagine la livraison le soir, ça fait partie du modèle chez Star Service. On sait bien que quand on livre de l'alimentaire, c'est plutôt en fin d'après-midi. Donc, quelles en sont les contraintes de la livraison le soir, vous qui connaissez bien cela depuis
30 ans, c'est cela. Oui, alors bien sûr, comme le disait monsieur, les clients de nos clients rentrent le soir à 17-18 heures. Il faut les livrer à partir de cette heure-là. Et on les livre quelquefois jusqu'à 20h, 21h, 22h. Il y a plusieurs contraintes. D'abord, une des premières contraintes, c'est qu'on arrive en ville. On va essayer de ne pas faire de parisianisme. On arrive dans les horaires où la circulation est forcément un peu plus dense que dans l'après-midi ou dans fin de matinée. On arrive à un moment où le stationnement est plus compliqué. Il ne faut pas oublier que nos braves livreurs, il faut qu'ils se garent pour aller livrer le 5e étage sans ascenseur de préférence, avec la litière pour chat et les packs d'eau. Parce que les aires de livraison sont occupées. Elles sont occupées soit par des gens qui l'occupent parce qu'ils travaillent, soit par des gens qui garent leur voiture parce qu'ils n'ont pas de place ailleurs. Donc c'est des contraintes de temps, c'est des contraintes d'occupation de la voirie, c'est des contraintes de circulation. Et puis c'est des contraintes, tout ça amène à des contraintes, comme je disais tout à l'heure, d'horaires respectés. La difficulté parfois, c'est qu'avec toute cette chaîne d'incidents, il est difficile aux chauffeurs-livreurs de respecter l'heure auprès du client. C'est là qu'un peut intervenir effectivement le numérique avec les avertissements sur smartphone. Donc c'est le dernier kilomètre, c'est bien ce qu'on dit, c'est le dernier kilomètre le plus dur à faire. Et comme il a été dit tout à l'heure, ça fait partie des logistiques de la ville, il y a beaucoup de logistique. Et celle-là est la plus contraignante et la plus difficile. Une livraison Star Service, ça dure combien de temps en moyenne? Allez, entre le moment où le chauffeur s'arrête, il sort ses bacs, il monte, il descend, on va dire 10 minutes, en moyenne 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Et il est le plus souvent, j'imagine, au milieu de la rue, parce qu'effectivement... souvent, oui. Alors c'est souvent au milieu de la rue, c'est souvent dans les carrefours, c'est souvent là où il ne faut pas. Bon, ça se passe bien globalement, hein. Faut pas voir le côté négatif. Dieu merci, ça se passe bien, mais ça fait partie des contraintes. Et pour essayer d'étaler ces contraintes, on a essayé avec nos clients, qui sont donneurs d'ordre, de livrer un petit peu plus tard le soir, c'est-à-dire dans des moments où il y a moins de circulation, et quelquefois plus tôt le matin aussi. Parce que maintenant, finalement, il y a des gens qui s'intéressent d'être livrés à 7h du matin avant de partir travailler. Mais voilà, on essaye d'étaler, mais après, on est tributaire du client qui rentre chez lui après son travail. Alors, Marc et puis alors, on ne va pas parler des pardon. contraintes liées aux véhicules diesel et tout ça. Enfin bon, après, il y a d'autres contraintes plus complexes. Alors j'ai cru comprendre que donc une des contraintes de livrer finalement en ville, Marc Dalbar, c'est l'adresse. C'est de savoir, finalement, une adresse, ça peut paraître simple, mais pourquoi c'est un sujet? C'est effectivement un vrai sujet. J'ai presque envie de dire que c'est un peu l'effet papillon. C'est-à-dire qu'on se dit l'adresse, bon, c'est facile, on a ça facilement. Là, je parle plus en B2C qu'en B2B ou en livraison de magasins qui sont connus, qui sont des flux réguliers. Mais sur du flux irrégulier, la qualité de l'adresse est extrêmement sensible. Sans rentrer dans des détails techniques, trop en profondeur, pour pouvoir travailler avec une adresse, il faut la transformer. C'est-à-dire qu'on part d'une adresse texte, l'adresse postale, pour en faire une adresse entre guillemets mathématique, géographique, avec laquelle on va pouvoir travailler dans tous les logiciels. Une adresse mal rédigée au départ, une cartographie utilisée qui pourrait être imprécise ou incomplète, des algorithmes de géocodage qui ne seraient pas suffisamment sophistiqués, vont conduire, puisqu'on part avec quelque chose qui n'est pas forcément de très bonne qualité au départ et qui continue, à des résultats avec du rebut, c'est-à-dire des adresses qu'on ne sait pas manipuler, mais pire encore, et ça c'est quelque chose d'un peu plus technique, ce qu'on appelle dans notre jargon des faux positifs. Le faux positif, c'est quoi? C'est une adresse qui paraît avoir été géocodée, qu'on va faire rentrer dans le système, qu'on rentre dans l'optimisation de tournée, dans le calcul d'itinéraire, dans le calcul du temps estimé d'arrivée, etc. Sauf que l'endroit où on arrive n'est pas le bon. Un exemple tout simple, l'adresse de PTV Group à Cergy, 12 boulevard de l'Oise. Si vous la géocodez sur un système grand public mondialement connu, vous allez positionner nos bureaux à 900 mètres de là où ils sont véritablement. Bon, en plein centre-ville, 900 mètres,
avec un terre-plein central, devoir faire demi-tour. Bon, sur une tournée de livraison qui va faire quoi, 70, 80 stops, il suffit de quelques approximations de cet ordre-là et la rentabilité de la tournée est ruinée. Et puis quelque part, on a endommagé tout le système de prévision, de planning et de temps de parcours. Et là, au niveau de la qualité de service, on n'est pas au rendez-vous non plus. Et ce sont des camions qui vont tourner autour de la vraie adresse un certain temps pour rien, finalement. Voilà, c'est ça. On va devoir chercher. Il y a des stats qui existent. Pour trouver des stats qui ont été publiés par IBM sur les projets de logistique urbaine sur Lyon, où on arrive à la fin à envoyer une tournée avec un chauffeur dans laquelle il y a quasiment 8% des adresses qui sont laissées à la découverte du chauffeur. Tout à l'heure, Gaël disait que la ruine, c'est d'avoir personne à l'adresse quand on arrive et devoir refaire une livraison et de s'amplifier. Mais le pire, c'est aussi d'arriver à un endroit qui n'est pas le bon et de faire jardiner, entre guillemets, le chauffeur, chercher dans le quartier, se renseigner, savoir où est le numéro, où rechercher. Donc là, voilà, un petit exemple, l'adresse, un truc qui paraît complètement idiot, mais qui peut avoir des effets importants. Et puis au-delà du géocodage, nous, ce qu'on met en place, à part des outils performants, vous l'avez compris, c'est également ce qu'on appelle chez nous une base de connaissances, et c'est celle dans laquelle on va renseigner des informations complémentaires. Un petit exemple classique autour de l'adresse de PTV Group. Voilà, on s'appelle PTV, on s'appelle PTV Group, avant on s'appelait Loxane ou PTV Loxane. Ça fait déjà 4 noms de sociétés pour la même. Notre adresse, c'est 10-12 boulevard de l'Oise. Alors, on soit des trucs pour le 10, des trucs au 12, des trucs pour 10-12. Allez, tac, 3 variables de plus. Et puis, c'est Cergy. Et Cergy, c'est Cergy ou Cergy-Pontoise. On en rajoute 2. Je laisse aux mathématiciens faire le calcul sur le total des combinaisons possibles. Ce qu'il faut, c'est que dans le système, quand un chronopost, un DPD doit livrer quelque chose avec une de ces composantes-là, il sache que c'est à cet endroit-là qu'il faut livrer. Et pour compliquer la chose, chez PTV Loxane, ou chez PTV Group, quand on doit livrer un colis, c'est cette adresse-là, mais quand c'est une palette, ou quand ça commence à devenir un peu lourd, c'est dans la rue derrière. Donc c'est plus le même nom, c'est plus le même numéro, mais c'est toujours la même adresse. Donc pour éviter d'avoir à envoyer plusieurs camions pour livrer des colis à ce qu'on pensait être des adresses différentes ou des entreprises différentes, en consolidant tout ça, en ayant cette base de connaissances qui se construit d'année en année de façon itérative, on gagne énormément. On gagne côté prestataire en termes d'économie, mais on gagne aussi en qualité de service. Alors, un des sujets de la logistique urbaine, on en a parlé, c'est la consolidation des flux. L'adresse du bureau de tabac, elle est connue, Gaël Prigent. Mais par contre, on sait que dans un bureau de tabac, on a des flux très diversifiés. Est-ce qu'il y a des solutions pour permettre finalement de consolider ces flux et d'éviter 5 livraisons ou 10 livraisons dans la journée dans chaque bureau de tabac? L'adresse, elle est connue, mais il y a aussi beaucoup de fermetures de tabac. De buralistes. Donc parfois, on arrive et le bureau est fermé parce qu'il y a un dépôt de bilan. En fait, c'est 26 000 points de livraison pour le tabac. Effectivement, il y a plusieurs leviers pour réduire le nombre de livraisons. On peut travailler déjà à avoir un outil d'optimisation de tournée. Donc on en a un, c'est pas celui de PTV, mais on en a un autre. Donc c'est effectivement de l'utiliser. Le deuxième levier, c'est de se forcer à faire régulièrement des refontes de tournée. Donc nous, on se force à en faire au moins 2 par an. On a aussi, c'est aussi lié parce qu'on a certains produits qui sont saisonniers. Avec les flux de touristes, le tabac aussi est flux. On fume plus dans le sud que dans le nord l'été. Donc il y a cette volonté de refaire les tournées régulièrement. Il y a un autre levier qui est aussi de travailler sur le volume physique que représente chaque commande dans le camion. Lorsqu'un buraliste commande, il commande des produits au carton, donc par exemple des Marlboro parce que c'est des gros volumes, mais il commande aussi beaucoup de cartouches à l'unité selon les références qu'il peut vendre. Et ces cartouches-là, on les met dans des contenants, dans des cartons. On a beaucoup travaillé sur ce point-là chez Logista, de manière à mieux remplir les cartons. Donc on est très automatisé dans les chaînes de préparation chez Logista et on a donc créé des chaînes de regroupement où vous avez des personnes qui font du Tetris toute la journée en reconstituant des cartons contenants et en mettant les cartouches de manière à ce qu'il n'y ait plus de vide. Et par ce biais-là, on a réduit de 30% le volume moyen de chaque commande. Donc ça veut dire 30%
en moins de volume de carton dans chaque camion. Et du coup, dans chaque tournée, on a pu rajouter 2-3 clients en plus. Et donc, par ce biais-là, on a réduit le nombre de camions sur les routes puisque chaque camion faisait plus de drops de clients. Donc c'est un des leviers aussi pour réduire le nombre de camions. Et puis classiquement aussi, vous pouvez travailler sur l'amélioration de votre qualité de service parce que quand vous avez une mauvaise qualité de service, vous avez des ruptures, vous avez donc des reliquats souvent à relivrer, donc des relivraisons. Et donc derrière, vous avez un effet bénéfique lorsque vous êtes bon en qualité de service de réduction de ces reliquats et ces relivraisons. Donc quand vous cumulez tous ces leviers, on arrive derrière à optimiser le transport. Yann Kettelers, donc Bubble Post, si je ne me trompe pas, essaye, en tout cas vend la consolidation des flux dans un centre urbain, c'est-à-dire quand vous allez dans une rue, vous essayez de livrer plusieurs commerces à la fois. Dites-nous comment ça fonctionne. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur ce fait que la consolidation est clé pour faire réussir la logistique urbaine. Pour Bubble Post aussi, c'est super important. La façon dont on va travailler, en fait, dans les 15 villes aujourd'hui où on est opérationnellement actif, on va consolider toutes les marchandises qui doivent être livrées dans la ville, donc dans des dépôts qui sont en périphérie de la ville. Pourquoi en périphérie? Parce qu'on ne veut pas que les camions viennent au centre de la ville, mais nous, on ne veut pas être trop loin du centre de la ville non plus pour pouvoir faire nos trajets en vélo. Et cette consolidation sont tout type de marchandises. Donc ça peut être froid, sec, B2B, B2C, toutes les marchandises qui vont être livrées donc en last mile dans les villes. Pour but, donc de consolider, pour but d'éviter le maximum de camionnettes qui sont polluantes ou de camions polluants ou nuisants dans les villes. Et la façon dont on le fait, donc avec notre système informatique, on a développé notre propre système informatique au niveau du scanning. On va voir sur le système de planification tous les colis ou toutes les marchandises qui vont devoir être livrées dans une zone précise, avec des paramètres différents, froid, B2C, livraison le soir, gros colis, etc. Et avec tous ces paramètres différents, on peut optimiser, on peut faire une route qui est optimale pour les livraisons et on peut choisir un véhicule qui est optimal pour cette route. Et c'est comme ça qu'on va offrir une solution et on va avoir plusieurs marchandises de clients différents dans un véhicule qui sont consolidés. Et dans le meilleur des cas, on va pouvoir livrer à une adresse pour plusieurs clients différents. Et de cette façon, on peut éviter pas mal de trajets dans les villes. Et je crois qu'en moyenne, dans chaque ville où on est actif, on évite 20 camionnettes ou 20 camions polluants dans la ville en travaillant de cette façon. Alors, on a autour de la logistique urbaine, on commence à voir apparaître des textes réglementaires. On a notamment certains articles de la loi sur la transition énergétique qui existent depuis, qui a été votée il y a quelques mois. Dans ces articles, on va trouver dans cette loi, on va trouver dans l'article 40 un morceau de phrase qui nous dit qu'il faut donc inciter les solutions qui permettent de mieux remplir les camions. Alors, à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse aux transporteurs? Est-ce que ça s'adresse aux particuliers, au transport pour compte propre? Si je m'adresse à un distributeur, Yves Moine, est-ce que vos camions ils sont pleins quand ils partent en tournée de livraison? Alors, nos camions sont pleins en livraison sur les magasins à 80%. Mais ce sont des livraisons dédiées, donc il est extrêmement compliqué de pouvoir faire de la mutualisation avec un autre chargeur. Parce que d'abord, ce 80%, c'est une moyenne, et puis certaines fois, il est plein à 100%, et d'autres fois, il est plein à 70%. Et on voit mal comment gérer une capacité de camion commune avec un autre chargeur. Par contre, on a quand même des sources d'amélioration et on est en train de mettre en place un TMS qui va nous permettre, en étant plus pointu sur le calcul des tournées de livraison, d'améliorer notre taux de remplissage. Par ailleurs, on travaille aussi également sur un système qui va nous permettre d'améliorer le taux de remplissage de nos rôles, puisque nous livrons en rôle. Alors, pour la petite histoire, ça ne concerne pas la livraison urbaine, mais sur les livraisons amont, c'est-à-dire sur les livraisons de nos plateformes, nous faisons également de la mutualisation et nous mutualisons les flux avec un taux de remplissage moyen de nos camions de 60 à 70%. Et il faut savoir que si on ne le faisait pas, le taux de remplissage serait de 10%.
Donc pour ça, on a mis en place notre propre système de mutualisation avec des collectes faites par nos transporteurs en amont, dans des zones de collecte, par exemple la Bretagne, avec une consolidation sur une plateforme intermédiaire et ensuite des tractions vers nos plateformes de distribution. Chez Star Service, Philippe de Claventenaire, est-ce que les camions sont pleins? Bien sûr. C'est évident qu'on essaye de remplir au maximum les camions. Enfin, je ne connais pas un transporteur qui fait rouler des camions vides. Après, ça dépend du type de métier. Si on fait de la livraison à domicile à partir d'un hypermarché, vous passez faire vos courses à 15h et vous voulez être livré à 17h. On va aller vous livrer à 17h, que le camion soit plein ou pas plein. Ça, c'est un peu la contrepartie du service, des services qui sont demandés de plus en plus fréquemment par les clients. Donc il faut trouver le bon mixte entre les deux. Après, effectivement, on peut essayer d'utiliser des moyens de livraison doux, comme le fait monsieur. On a une filiale qui s'appelle La Petite Reine qui fait ça. Ou alors déplacer un véhicule électrique qui n'est pas plein, à la limite, c'est moins gênant, et encore, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moins gênant qu'un véhicule thermique. Mais ce n'est pas satisfaisant. Donc dans cette logistique urbaine et dans cette logistique du dernier kilomètre, il faut encore une fois bien voir à quel endroit on se situe, là où il y a des choses qui sont envisageables, envisagées, faisables, et là où c'est plus complexe. Mais forcément, on essaye de remplir nos camions. Si je ne me trompe pas, le rêve de tous les élus, Monsieur Bernaille, quand on parle de logistique urbaine, ce sont des petits véhicules électriques, donc évidemment, très design, très beau. On a fait une très belle conférence hier montrant qu'il y a une offre aujourd'hui existante sur le marché par un certain nombre de constructeurs. Mais est-ce qu'une des solutions, ce n'est pas justement d'en avoir moins et d'avoir des véhicules plus gros? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que quand on habite dans une ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO et qui date du XIIe siècle pour une partie de son territoire, c'est quand même pas facile de faire passer des gros porteurs. Donc il y a toute une partie de la ville où la question ne se pose même pas puisque le gros porteur il rentre pas. Maintenant, c'est en fait ce qu'on est en train de tous échanger, c'est que on a tous les mêmes contraintes, qui sont les contraintes environnementales, qui sont les contraintes de la livraison temps réel à heure choisie par le client. Les aspects durables, est-ce qu'ils sont durables en termes de qualité de l'air dans laquelle on vit, ou est-ce qu'ils sont durables dans la chaîne logistique globale de la création du lieu de création du produit jusqu'à la livraison? Donc on voit que là déjà, on a sans doute suivant l'angle sous lequel on regarde ces différents aspects, on est dans dans un labyrinthe qui n'a pas de sortie. Et donc le travail collectif que nous devons mener et pour lequel la collectivité territoriale peut être un acteur, c'est de mettre l'ensemble des acteurs et de faire trouver la moins mauvaise solution collective. Mais chacune des solutions individuelles optimales, elle est forcément néfaste pour le voisin. Et donc, je ne crois pas que les centres-villes doivent être occupés par des gros porteurs parce qu'il n'y a pas que les livraisons de marchandises qui sont dans le centre-ville. Il y a des vélos, il y a des enfants sur des vélos. Comment vous faites cohabiter un 38 tonnes et un enfant sur un vélo? Mais en même temps, vous avez aussi la même difficulté, on parlait tout à l'heure de silence. Comment vous faites cohabiter la vieille dame qui se promène en centre-ville avec un véhicule silencieux? Voilà. Donc on est en permanence au cœur d'antagonisme et que si on ne veut pas travailler collectivement à trouver une solution qui soit la moins mauvaise des solutions pour chacun ou pour la collectivité, on n'y arrivera pas. Quand on regarde certaines villes comme Londres par exemple, on voit des véhicules le soir ou la nuit qui sont de plus en plus gros pour desservir les magasins. Je sais que vous travaillez sur ce sujet au Club Déméter, donc on en a un peu parlé. Oui, quelques chiffres, mais c'est vrai qu'un porteur, ça peut, dans certaines topographies de ville, ça ne rentre pas. Alors sachez qu'un tracteur routier, c'est plus facile à manœuvrer.
Voilà, surtout si on met un petit essieu directionnel, c'est encore mieux qu'un porteur et c'est encore plus gros. On trêve de plaisanterie. Effectivement qu'il faut trouver le bon véhicule adapté, mais à l'évidence, plus le véhicule est gros, plus d'un point de vue énergétique, on a une efficience, quoi. Et effectivement, là-dessus, on a fait une petite analyse assez simple. On a pris une collectivité et on a regardé pour trois entreprises qui font partie du club. Et on s'est dit, en fonction des types de véhicules qu'on va mettre, combien de véhicules on va mettre sur la route. Et évidemment, derrière ça, il y a des questions de pollution, qu'elles soient à effet de serre ou qu'elles soient locales, mais également des questions d'encombrement et de mètres carrés occupés sur la voirie, quoi. Et donc, si je donne quelques grands chiffres pour ces trois enseignes. Si l'ensemble des marchandises sur une semaine pour ces 3 enseignes étaient livrées en semi-remorque, donc avec un tracteur routier, il faudrait 500 véhicules en gros pour les livrer. Et puis ces mêmes enseignes, si à la place on va utiliser un porteur de 19 tonnes, ben, il en faut 1100. Et puis, je continue, on décline, on passe sur du 16 tonnes, on passe sur du 13 tonnes, on fait toutes les tailles possibles de réglementation qu'on peut voir dans différentes collectivités, et on arrive à la fin sur le triporteur électrique qui va bien. Et là, pour la même quantité, il faut 50 000 triporteurs, ça fait 10 000 par jour. Alors, encore une fois, je ne critique pas l'aspect environnemental et l'intérêt de le faire, sauf que 10 000 triporteurs par jour, à mon avis, d'un point de vue de l'encombrement, on risque d'avoir quelques soucis, quoi. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, chaque flux va avoir une logistique adaptée, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est que la somme individuelle n'est pas forcément la meilleure solution globale, d'où l'intérêt de trouver à plusieurs qu'est-ce qui demain peut être une solution vertueuse pour la ville, quoi. Ça, c'est vraiment le point important. Je voulais juste rajouter un petit élément. On parlait de taux de remplissage tout à l'heure. Ça m'amène une idée sur laquelle on travaillait pas plus tard qu'hier. La question du taux de remplissage, elle s'apprécie souvent en mètres carrés. Or, en mètres carrés et en mètres cubes, c'est 2 choses très différentes. Et lequel faut-il optimiser, quoi? Et là aussi, il n'y a pas de réponse. Mais j'ai en tête une entreprise qui, en taux de remplissage au mètre carré, est à 90%. Donc, médaille d'or, super. Sauf que quand on regarde les mètres cubes, on arrive à 52%. Et c'est là où les questions d'emballage et d'autres solutions peuvent permettre d'apporter en logistique urbaine encore plus de services à ces points de vente, puisqu'on va pouvoir encore mettre potentiellement demain peut-être moins de véhicules sur la route, quoi. Alors on parlait donc tout à l'heure de la loi sur la transition énergétique. On sait qu'une des conséquences de cette loi, eh bien, c'est la liberté pour des collectivités locales, pour des communautés urbaines, de mettre en œuvre finalement ce qu'on appelle des ZCR, des zones à circulation restreinte. Il faut savoir qu'il y a en Europe 250 low emission zones dans pas mal de pays, notamment en Italie et en Allemagne, mais également en Belgique. Finalement, Marc Dalbar, en quoi finalement on sait qu'on va voir apparaître des vignettes, on va voir apparaître un certain nombre de choses nouvelles. Donc il y a 25 000, ces 25 villes qui vont apparaître, c'est déjà 15 millions d'habitants en France. En quoi, Marc Dalbar, un logiciel peut nous aider à respecter les obligations réglementaires? Qu'est-ce que PTV, par exemple, va apporter dans ce domaine? C'est la gestion d'une contrainte supplémentaire. Ou de plusieurs contraintes supplémentaires. Effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Vous faisiez référence à ce qui a été mis en place, mis à disposition depuis janvier dernier pour les communes françaises d'un système de vignettes qui vont permettre de créer ces zones de circulation restreinte. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Vous avez fait référence à ce qui se passe en Italie, en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne. On est présent dans tous ces pays et on gère déjà ces low emission zones dans les calculs d'itinéraire, dans les optimisations de tournée pour ne pas envoyer un véhicule inapproprié dans ces zones, etc. Alors là où la chose va devenir peut-être un petit peu plus complexe, c'est que si on prend ce qui se passe par exemple en Allemagne, les zones de restriction sont gérées sur la base de 3 couleurs. Pour toutes les villes, c'est le même système, il y a 3 couleurs. Si vous avez jeté un petit coup d'œil sur ce qu'a mis à notre disposition, ce qu'a mis à disposition des collectivités locales, le ministère de l'écologie, on en a 7 en France. 6 plus 1, Elisabeth, non? Non? 5? Bon, alors on n'a pas le même document. Alors, enfin,
Plus que 3, largement plus que 3 en tout cas. Donc ça va complexifier peut-être un petit peu le système. Néanmoins, ce sont des contraintes qu'on sait prendre. Il faut qu'on ait l'emprise géographique de ces zones. Donc ça va être une collecte qui va être faite par les cartographes, qui risque d'être un petit peu long. Et puis d'avoir les modalités, parce que ces zones de restriction, elles peuvent être permanentes, elles peuvent être horodatées, on l'a vu tout à l'heure sur le centre-ville de Angers, elles peuvent être activées en cas de pic de pollution. Donc celle-là, ça va être du temps réel, encore plus difficile à prendre en compte dans des solutions informatiques. Et puis le fait que chaque ville, vous l'avez précisé, va être autonome dans la gestion de son système à partir de ce panel de vignettes. Ce qui veut dire que ce qui va être mis en place à Lyon sera certainement différent de ce qui sera mis à Montpellier, à Bordeaux, à Brest, etc. Donc il est clair que le temps que tout ça se mette en place et s'harmonise, on va peut-être avoir un peu de mal à le prendre en considération parce qu'il va nous falloir toute cette information pour pouvoir la digérer. Mais nous, on est prêts en tout cas, on est prêts à récupérer. Est-ce que c'est l'orientation que va prendre Angers, de mettre en place une zone à circulation restreinte, finalement? Alors, je pense qu'on est tous confrontés à la même contrainte de durabilité de notre planète. Donc, forcément, Angers sera amené à mettre en œuvre ce type de contraintes. Je crois qu'à partir de là, on peut l'appliquer et chercher à l'appliquer de façon intelligente. C'est-à-dire que une des libertés dont dispose une commune, c'est pas parce qu'il y a 7 niveaux de pollution prévus ou 7 niveaux de vignettes qui sont prévus dans une loi qu'on est obligé de mettre un niveau de contrainte par niveau. On peut très bien les regrouper de telle sorte de revenir à 3 niveaux, un peu comme le font nos confrères allemands. Donc on peut avoir une application intelligente de la loi, mais essayer de l'avoir avec l'association des maires, ça serait mieux que de l'avoir tout seul. Parce que si nous on en prend 3, mais que la commune d'à côté elle en prend 3 autres, ça va pas être terrible. Ça va pas simplifier votre. Et puis alors il y a un élément que vous avez oublié, c'est l'événementiel. Parce qu'une ville, ça vit. Donc en plus des contraintes qui sont les contraintes horaires, on va tomber sur les contraintes événementielles. Oui, je pense que c'est incontournable de se poser la question comment on va pouvoir régler nos problèmes d'accessibilité des villes avec une diminution, une amélioration de la qualité de l'air, une diminution du bruit et une diminution globale, je dirais, des émissions de CO2. Moi, je crois plus à l'émission globale sur la chaîne de valeur de l'objet ou de ce que l'on livre que simplement sur le dernier kilomètre. Je pense que prendre l'émission de CO2 du dernier kilomètre, c'est quand même prendre les choses par le petit bout de la lorgnette parce que c'est pas là qu'on en aimait le plus. Gaël Prigent, chez Logista, vous êtes prêt, vous, à rentrer finalement dans ce cadre nouveau qui va apparaître dans des villes, d'interdire un certain nombre de véhicules en fonction du niveau de pollution? On n'est pas forcément prêt, on y travaille parce que la réglementation évolue assez vite. On reste vigilant et on veille par rapport justement aux nouvelles règles et puis ce que peuvent faire aussi les constructeurs de camions parce qu'ils ont un rôle à jouer. On a dans notre parc une douzaine de camions au gaz, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, chaque fois qu'on sélectionne un transporteur, on essaye de s'assurer qu'il a un parc qui correspond à un parc de camions avec des motorisations qui est la plus récente de manière à être la moins polluante. Après, c'est un peu un serpent qui se mord la queue parce que vous avez 3 acteurs. Vous avez les transporteurs, vous avez les fabricants par exemple de stations de gaz, et puis vous avez les industriels de camions qui fabriquent les camions. Et le problème, c'est que les transporteurs aujourd'hui hésitent à acheter des camions au gaz parce qu'il n'y a pas assez de stations. Les stations hésitent à investir dans des stations en construction parce que le parc de camions au gaz, il est pas très développé. Et les industriels qui fabriquent les camions hésitent à investir dans cette technologie parce qu'ils n'ont pas beaucoup de demandes des transporteurs. Du coup, c'est une triptyque, ou en tout cas un serpent qui se mord un peu la queue, et ce qui, à mon avis, freine le développement. Donc aujourd'hui, tout le monde se regarde un petit peu, et puis chaque investissement est suivi à la loupe, mais c'est très long pour demain pouvoir être capable de répondre à la réglementation qui vont se développer. Et ça peut se faire qu'avec les industriels et les industriels qui construisent des camions et les industriels qui construisent des stations au gaz, entre autres.
Yann Kettelers, en Belgique, si je ne me trompe pas, il y a des réglementations qui sont parfois plus contraignantes que ce qu'on connaît dans nos villes françaises. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait quand même partie finalement du modèle de Bubble Post de répondre à des contraintes réglementaires, ou c'est une initiative directe, je vais dire, de votre part? Alors exactement. Avant de faire la comparaison, j'aimerais bien revenir sur la congestion, enfin le but de mutualiser les marchandises. On a parlé du last mile, donc le dernier kilomètre, mais ce qui est important aussi, c'est le premier kilomètre, parce qu'il y a énormément de marchandises aussi qui sortent des villes. Et là, ça, c'est une des solutions pour avoir toujours des véhicules qui sont pleins. Et ces marchandises qui vont sortir des villes sont souvent des marchandises des commerçants locaux. Et les commerçants locaux sont souvent dans des zones piétonnes, donc des zones réglementées. Et là, la Belgique est souvent vue comme un modèle au niveau européen avec ses solutions de mobilité. Mais c'est aussi le pays où il y a le plus de bouchons. Donc là, il y a encore un petit souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup de villes qui vont regarder sur le système belge des villes où il y a par exemple des zones piétonnes, des créneaux horaires pour livrer. Et pour répondre à votre question, si nous, ça renforce ce qu'on fait, ça renforce notre modèle, bien sûr que ça le renforce, mais notre modèle est vraiment basé sur la densité dans les villes. Si les villes, demain, ce qu'elles vont devoir faire, vont fermer leur centre pour les gros véhicules et travailler qu'avec des véhicules qui sont efficaces et qui sont écologiques, pour nous, oui, ça va améliorer notre travail. On pourra faire plus de volume dans ces villes, et surtout aussi les clients pour qui on travaille n'auront plus ce choix de travailler avec plusieurs transporteurs différents. Donc oui, en Belgique, on a énormément de zones piétonnes. On a déjà des centres dans les villes qui sont fermés pour les camions. Et justement, parce que les villes, aujourd'hui, sont en train de remettre un citadin dans un rôle principal dans cette ville. Et les citadins sont les personnes qui travaillent, qui vont à l'école dans les villes, etc. Et je crois que ça, c'est le plus important, de ramener le vert dans la ville et de remettre ce citadin dans un rôle principal. Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites, sur la remise en place de l'habitant au cœur de cette problématique. Ceci étant, ce qui est, à mon avis, une absolue nécessité, c'est d'anticiper et de ne pas mettre les acteurs économiques devant des réglementations qui leur tombent dessus avec un délai d'application à 3 mois ou 6 mois. Et nous, ce que nous avons décidé sur Angers, c'est d'essayer de travailler, comme il va y avoir les travaux du tramway à l'horizon fin de ligne 2022, c'est de travailler dès aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, d'arriver vers les années 2017-2018 à un projet global, collectif, et que ce projet collectif puisse être expérimenté s'il y a des choses à expérimenter, de telle sorte que la législation ne soit effectivement en place qu'en 2022. Et je pense que si on travaille comme ça, tout le monde peut s'adapter. Marc Dalbar, comment vous voyez finalement l'évolution des services logistiques urbaines? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont apparaître? Merci. Des choses nouvelles, je pense que du côté de l'éditeur, qu'est-ce qui peut nous intéresser? C'est les développements qu'on peut faire nous en recherche et développement, et c'est surtout ce qui peut être mis à notre disposition en termes de données ou en termes de matériel. On va pouvoir aider par exemple les livreurs avec des systèmes de navigation plus évolués que ce qu'on a aujourd'hui. Alors on peut parler de réalité augmentée sur le pare-brise, peut-être plus facilement dans des lunettes, parce que l'utilisation peut aussi se faire sur du cycle ou du tricycle. Et là on parle plus de pare-brise ou de pare-brise différent de celui qu'on a dans un véhicule habituel. Donc on peut parler de guidage naturel, c'est-à-dire la façon dont vous et moi on explique le chemin pour aller quelque part. On ne dit pas la troisième sortie du rond-point, etc. On dit à gauche après la pharmacie. Ça c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Mais je pense que ce qui sera beaucoup plus impactant, structurant dans l'avenir sur la logistique urbaine, c'est une interaction entre l'infrastructure et l'utilisateur de l'infrastructure. Ça, c'est un sujet sur lequel on est assez en pointe, parce que chez PTV, je représente la partie logistique, mais on a toute une division trafic qui travaille sur tout ce qui est modélisation des infrastructures. Et on sait ce qui existe aujourd'hui.
On a une filiale dans le groupe qui est spécialisée sur la gestion des feux de circulation, des feux tricolores. Eh bien, si on met en place des feux communicants, on parle d'objets connectés, de véhicules connectés, mais il y a des feux connectés. Si le feu est capable de communiquer sa fréquence, son rythme, on peut être capable de caler aussi la vitesse du véhicule. Ça ne sert à rien d'accélérer parce qu'il est vert. De toute façon, il va passer au orange, au rouge, il va falloir s'arrêter. Et ces à-coups dans la fluidité, c'est ça qui pose des problèmes donc dans la dynamique des fluides adaptés au trafic. Et puis, il y a un dernier point, c'est aussi quelque chose qui existe même en Ile-de-France, qui va commencer à se mettre en place. Reste à savoir si ça restera dans les bureaux des gestionnaires de trafic ou s'il pourra y avoir une externalisation de ces informations, de ces données vers l'usager. C'est le trafic prédictif. PTV vient de vendre à l'Île-de-France un logiciel qui s'appelle PTV Optima qui permet de faire du trafic prédictif à 60 minutes. Ça, c'est une information géniale pour la fluidité du trafic. Et donc, rapporté aux livraisons, c'est un gage aussi d'amélioration du service. Comment vous voyez chez Star Service finalement également l'évolution des services? Il y a des choses qui vont changer par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Écoutez, je crois que beaucoup de choses viennent d'être dites sur ce sujet et que nous serons des acteurs et des utilisateurs de ce qui vient d'être décrit. Maintenant, l'évolution, je crois que l'évolution, elle va vers la concertation et surtout, on a besoin de travailler aussi bien avec les mairies, enfin les agglomérations naturellement, qu'avec les donneurs d'ordre et qu'avec le client final. Il est bien évident que si on veut améliorer l'occupation de la voirie, la circulation, diminuer la pollution, etc., on ne peut pas le faire tout seul, même en étant très volontaire, et on le voit, on a certains exemples, même en étant très volontaire, on ne peut pas être seul dans ce domaine-là. Encore une fois, le numérique va nous aider, tout ce qui vient d'être dit était impressionnant d'ailleurs. Mais voilà, après, il y a les véhicules électriques, tout ça. Enfin, il y a la mise en place de toutes ces choses-là. Encore faut-il que tout le monde en soit bien conscient et que tout le monde veuille bien aller dans le même sens et veuille bien, chacun à son niveau, mettre sa petite touche et sa petite part de volonté. Avant de laisser Yves Moine conclure ce débat, moi je souhaiterais savoir si chez Logista, finalement, Gaël, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer en termes de logistique urbaine? Sans trahir de secret, il y a des choses qui sont dans les cartons aujourd'hui pour mieux distribuer les bureaux de tabac? Je pense qu'on va arriver sur des plages horaires plus larges, la nuit notamment. Parce qu'aujourd'hui, les créneaux classiques, tout le monde veut être livré à 7 heures ou à 6 heures, et donc ça devient assez difficile. Donc je pense qu'on va tendre vers des multiplications des livraisons de nuit. Je pense que ça va être le principal changement, à mon avis. Donc je vais laisser la parole à Yves Moine pour conclure finalement ce débat sur la logistique urbaine et les services, et puis ensuite répondre aux questions de la salle. Bien, merci Jérôme. Je tenais à vous remercier parce qu'on a eu un excellent débat. Je pense qu'on a eu à peu près l'ensemble des contraintes et des intérêts de chacun. J'ai noté un certain nombre de points qui me semblaient intéressants lors de cette conférence, notamment le rôle des collectivités locales et le rôle du dialogue opérationnel direct sur le terrain entre les collectivités locales, les opérateurs, les chargeurs et les transporteurs. Et c'est l'expérience que l'on fait avec le club Demeter et on trouve des solutions. C'est à cette condition-là que l'on peut trouver des solutions. Et d'ailleurs, je vous engage à nous contacter dans le club Demeter. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut être pragmatique et au niveau le plus proche du terrain. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que la réglementation peut avoir des effets négatifs, des effets pervers, dont il faut se méfier. Et donc, il faut éviter de trop réglementer et laisser les initiatives, là encore, au local. Troisième point que j'ai noté, c'est le fait qu'il nous faut de la visibilité dans la fiscalité à long terme pour pouvoir investir
dans des installations de gaz, dans des camions au gaz, pour que l'ensemble des acteurs puissent investir sans avoir peur d'un retournement de la réglementation de la fiscalité qui remettrait en cause leurs investissements. J'ai noté également que compte tenu de la complexité des flux qu'il y avait en milieu urbain, il n'y avait pas une solution unique. Et qu'il fallait, là encore, adapter à chaque flux ou chaque typologie de flux la solution. Il est clair que on ne livre pas un magasin Picard comme on va livrer avec les mêmes moyens un client Picard qui aurait commandé en livraison à domicile, parce que Picard a aussi un peu de livraison à domicile. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de mes notes. Jérôme ? Bien, merci. Il reste bien sûr à remercier nos intervenants et puis donc on est prêt, donc ils sont prêts à répondre aux questions de la salle. On a encore un temps qui nous est qui est consacré à cela, donc je ne sais pas si quelqu'un certains veut commencer. Oui, Pierre. Je sais pas, je me déplace. Ouais, allez, je me déplace. Merci Jérôme, j'ai pas la voix assez forte pour parler sans micro. Merci pour cette conférence. Juste un point, Pierre Fournet, Société Léon, conseil en logistique et e-business. Merci pour vos interventions. Un point qui a été, vous avez abordé beaucoup de choses, et un point qui a été relativement peu abordé, à part par Monsieur Kettelers, c'est la notion d'espace logistique urbain, de centre de distribution urbaine. Est-ce que c'est un point qui peut vous intéresser? Je pense en particulier à Monsieur Bernheim, puisque vous avez des contraintes de circulation fortes à Angers. Est-ce que vous avez envisagé ce type de solution, centre de distribution urbaine ou espace logistique urbain sur l'agglomération d'Angers? Alors, au stade où nous en sommes aujourd'hui, en dehors de pérenniser le mine en cœur de ville pour qu'il soit disponible si on en a besoin, on démarre une réflexion collective avec l'ensemble des acteurs, donc on ne préjuge pas de la solution qu'il faudra mettre en place. Mais par contre, il y a des zones qui sont disponibles relativement proches du centre-ville. Il y a le marché international qui, lui, est très près du centre-ville. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur une problématique où le terrain empêcherait de mettre en place telle solution ou telle autre. Mais on n'a pas fait de choix formel. Est-ce qu'il faut des plateformes? Est-ce qu'il n'en faut pas? Je pense que c'est le travail des acteurs de nous apporter la solution, mais ce n'est pas la collectivité qui d'elle-même dira la solution, ce sont des plateformes ou pas de plateformes. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. On veut arriver à ce qu'il y ait un minimum de consensus dans la solution mise en place à Angers. Et par rapport à M. Kettelers, le type de plateforme que vous utilisez en Belgique, vous avez parlé de centres de consolidation à l'extérieur des villes. C'est des plateformes de quelle surface, qui gèrent quel type de produits? Alors, le plus important, c'est surtout la location, donc où ces dépôts sont situés par rapport à la ville. Et la surface, c'est entre 500 et 1000 mètres carrés qu'on a besoin pour charger les véhicules, pour faire le sorting, le scanning de tous les colis. Donc ouais, c'est à peu près la surface là dont on a besoin aujourd'hui. Bonjour, Elodie Le Provost de Bretagne Supply Chain. Une petite question qui s'adresse aussi à Bubble Post. Vos clients sont d'accord pour que vous mutualisiez leurs flux? Oui, bien sûr qu'ils sont d'accord, sinon on ne le ferait pas. Mais c'est que faisable pour certains clients. Donc par exemple, on ne peut pas mutualiser les alimentaires avec des vêtements. Donc là, c'est pas faisable. Mais pour la plupart des clients, ils ont la même vision sur les villes du futur. Et ils veulent vraiment qu'on consolide pour pouvoir livrer de manière plus efficace, de manière plus durable et de manière écologique. Parce que c'est que comme ça qu'on va vraiment pouvoir avoir un impact sur l'écologie et la congestion dans les villes. Merci. Quelqu'un d'autre veut le micro? Khalil de Purlator Courrier Canada.
Je sais actuellement que les villes sont actuellement sujettes à des problèmes de terrorisme, etc. On vient de savoir exactement ce qui s'est arrivé à Bruxelles, puis on est vraiment désolé pour ça. La question est suivante, parce qu'on a tous parlé de flux, mais on n'a pas parlé de la sécurité au niveau des villes. On a parlé de parking, mais actuellement, je crois qu'il y a une autre contrainte qu'on est en train d'être exposé de plus en plus, c'est la sécurité de ces flux-là à l'intérieur des villes. Je ne sais pas qui, je crois que je vois que c'est M. Jean-Pierre Bernard, peut-être qui va répondre à cette question éventuellement, mais du point de vue de la réglementation au niveau de la sécurité, actuellement, je crois qu'il faut également au niveau des transporteurs faire de sorte que les colis soient sécuritaires, compte tenu du fait qu'on n'a pas un visuel sur le contenu de ces colis-là, surtout en matière de ville. Merci. Oui, juste très rapidement. C'est un travail sur lequel PTV est extrêmement avancé sur sa division trafic, comme je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, je crois que ça a été juste effleuré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au même moment, on fait passer sur les mêmes axes des camions de livraison, des gens qui vont travailler avec leur voiture, des gens qui vont travailler avec leur vélo, des enfants qui partent à l'école à vélo ou à pied, et que forcément, il y a incompatibilité entre ces différents flux. Il y a un travail important qui a été fait sur Londres, la ville de Londres, justement sur quand. On parlait tout à l'heure d'eurodatage et de dire quand est-ce qu'on a le droit de circuler ou de livrer, etc. Et je pense que la démarche, elle est dans le sens de celle qui était exposée sur Angers. C'est qu'il y a une grande discussion, un grand débat, et avec toutes les parties prenantes, pour arriver à trouver ce qui va gêner le moins les uns les autres, parce que forcément, on aimerait le matin quand on va travailler que ça roule bien, que les enfants soient en sécurité pour aller travailler, et que les vélos puissent circuler normalement. Donc clairement, c'est un point extrêmement important. Mais je crois qu'effectivement, dans le débat, et c'est ce que vous notiez, on n'en est pas encore là. Mais ça va venir assez rapidement, je pense. Sur le sujet de la sécurité, on a des exemples à Londres qui sont très intéressants, qui sont des CDU, finalement, des centres de consolidation de flux, orientés vers la sécurité des marchandises, notamment à l'aéroport d'Heathrow et au Parlement de Westminster. Donc ce sont et il y en a peut-être d'autres, qui sont donc orientés à la fois sur la consolidation environnementale et la gestion de la sécurité des marchandises. Donc je peux en compléter sur cette question. On peut prendre une dernière question et puis on va ensuite clore le débat. Je sais qu'il y avait quelqu'un. Hop. Oui, bonjour. Donc Victor Faramia, Transport NGS Faramia. Bon, je suis quand même fervent de Picard-les-Surgelés puisque je distribue pour eux depuis 27 ans déjà. Alors au niveau de la sécurité, c'est ce que je voulais parler justement, au niveau de la sécurité des biens et des personnes, nous avons installé au niveau de nos véhicules aujourd'hui des caméras à 360 degrés. Est-ce que vous pensez que dans la suite, on pourra à la limite se servir de ces images-là pour les remonter pour la sécurité ? Bon, moi, je crois que l'ensemble des outils, en particulier les outils modernes, que ce soit les objets connectés, que ce soit les caméras 360 degrés, pourquoi pas ? Mais à la limite, les outils vont être au service d'un projet et pas l'inverse. Donc si on peut utiliser ces outils, il ne faut pas s'en priver. Ça fait partie, effectivement, pour compléter la réponse, je pense que ça fait partie de cette espèce d'énorme truc dont on parle qui s'appelle le big data, qui fait qu'on a à disposition, on pourrait avoir à disposition des sommes importantes d'informations. Et effectivement, tous les progrès qui peuvent être faits en termes d'exploitation de l'image, de vidéosurveillance à valeur ajoutée, peuvent être extrêmement intéressantes. Après, la difficulté, ça va être de faire le tri dans tout cet amoncellement de données, de big data, pour en sortir le truc le plus pertinent. Mais je pense qu'effectivement, à tout point de vue, et les images, la valeur ajoutée, l'exploitation d'images de vidéo va rentrer dans les choses communes de la logistique. Pas uniquement urbaine d'ailleurs. Merci, bien ça sera le mot de la fin. Et donc je remercie les intervenants de cette table ronde, d'un débat très complet, et donc qui sont à votre disposition bien sûr pour d'autres questions.